J'ai envie de poser une question d'ordre économique. Alors, récemment, on a vu en fait que la transition écologique, elle va nécessiter énormément d'investissements pour rénover les bâtiments, changer nos modes finalement d'être au monde. Et même en mettant de côté la mauvaise volonté des fois qu'il peut y avoir chez les financiers, euh, finalement, dans un monde où il n'y a pas de croissance, où on est même éventuellement dans une logique de décroissance, comment est-ce qu'on contracte un prêt? Puisque l'idée de la dette et du prêt, c'est justement de supposer que par définition, que demain il y aura plus d'argent et des possibilités de remboursement pour le prêt contracté à l'instant T. Du coup, comment on fait en fait? Comment est-ce qu'on concilie les investissements qui sont nécessaires pour le climat et la logique de décroissance qui risque de s'imposer à nous? Alors, le premier élément de réponse, c'est que tout... Alors, il y a dans le discours sur les actions qui sont à faire en matière de climat, d'abord, tout ne passe pas par des investissements. Tout ne passe pas par des investissements. Il y a une publication qu'on a faite à Carbone 4, il y a maintenant 6 ou 8 mois, qui s'appelle Faire sa part, où on a chiffré le gain potentiel en émissions au niveau de l'empreinte carbone d'un individu, lié à un certain nombre d'éléments de comportement qui ne supposent aucun investissement. Alors le premier, beaucoup dans cette salle le connaissent, consiste à modifier son régime alimentaire. Si on modifie son régime alimentaire pour manger moins de viande, typiquement on va baisser son empreinte carbone sur l'alimentation, ça ne suppose aucun investissement. Enfin si éventuellement vous achetez un cuiseur à vapeur pour les haricots verts, mais enfin, voilà, c'est un investissement quand même assez modeste. Si vous avez des comportements vertueux dans lesquels vous avez des désinvestissements, par exemple, si vous évitez d'acheter une voiture et que vous achetez un vélo électrique à la place, parce qu'il se trouve que votre voiture vous sert essentiellement pour aller faire les courses et au boulot et que tout ça est à 10 bornes de chez vous, et ce n'est pas un cas de figure fictif ce que je suis en train de dire, parce que c'est typiquement le genre de point de bascule qu'on est en train de voir en ce moment. Ça ne suppose aucun investissement supplémentaire, ça suppose un désinvestissement, au contraire. C'est-à-dire vous aviez une bagnole qui vous coûte 5 000 € par an, et vous achetez un vélo qui vous en coûte 1 000 à l'achat, et derrière, en termes d'entretien, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Donc l'idée que tous les comportements qui sont vertueux sur le plan des émissions passent par des investissements, c'est faux. Bon. Après, vous avez un deuxième point à voir, c'est que tous les investissements qui sont à faire ne passent pas nécessairement par du crédit. Vous avez en particulier, ou plus exactement, ne passent pas nécessairement par un supplément de crédit, pour être précis. Vous avez actuellement en France, chaque année, 50 milliards d'euros de mémoire qui sont réalisés dans les travaux chez les logements des particuliers. Bon. Vous pouvez très bien obliger à ce que ces travaux soient prioritairement fléchés sur la décarbonation des bâtiments. Donc les gens feront moins d'extension de pavillons et de je sais pas quoi, et ils feront plus d'isolation des combles et de pompes à chaleur. Bon. C'est pas nécessairement quelque chose qui suppose de dépenser plus. Par contre, vous n'avez pas la même chose à l'arrivée. Mais ça nécessite, c'est une réorientation des investissements existants. Vous pouvez très bien décider que les collectivités locales qui ont dépensé une somme coquette en rond-point ces dernières années continuent à payer des gens du BTP, mais au lieu de leur demander de rajouter des routes, ce qu'on continue à faire aujourd'hui, on leur demande de rajouter des pistes cyclables. Enfin, vous voyez, donc la notion même de ce que c'est qu'un investissement qui est pertinent pour le climat est quelque chose où la métrique aujourd'hui est extrêmement imparfaite, parce qu'on n'arrête pas de penser que c'est des éoliennes qu'on va rajouter en plus, mais en fait c'est une vision extrêmement parcellaire et tronquée du problème. Le vrai sujet, c'est de rendre la totalité des flux d'investissement compatibles avec la baisse globale des émissions de gaz à effet de serre. Alors un chiffre que je rappelle, là quand même pour ceux qui m'ont déjà entendu, il faut savoir que la compatibilité avec les 2 degrés de limitation de la hausse de la température planétaire, actuellement on est à 1 à peu près, on est à 1 et les incendies qui auront lieu sur 12 mois courants sur la planète, c'est la superficie de la France. Si vous rajoutez l'Australie, la Sibérie, ce qui est en train de se passer en Californie, pour ne parler que de ça, où le changement climatique a joué un rôle déterminant dans tous ces feux, vous obtenez la superficie de la France. Ça fait quand même un paquet de millions d'hectares, et nous ne sommes qu'à 1 degré. Donc pour se limiter à 2, il faut que les émissions planétaires baissent d'environ 4 à 5% en commençant demain. 4 à 5% de baisse, c'est ce qu'on va avoir en 2020 grâce au Covid. Donc retenez un truc très simple, c'est que l'accord de Paris, pour le respecter, c'est un Covid supplémentaire par an. D'accord ? C'est ça l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Et comme on ne sait pas faire de l'efficacité énergétique et décarboner l'industrie à la bonne vitesse, rien qu'avec des améliorations technologiques,
peut-être quelqu'un qui va me demander ce que je pense de l'avion à hydrogène, puisqu'en ce moment tout le monde a. J'en pense que vos petits-enfants seront morts et que vous n'aurez toujours pas une aviation commerciale à l'hydrogène significative, voilà, pour donner la réponse. Ça veut dire en gros qu'effectivement, on va devoir se palucher si on fait ça, une économie qui se contracte de 3% par an. Voilà, c'est ça que ça veut dire, hein, en gros. Donc respecter l'accord de Paris, c'est en gros une économie qui se contracte de 3% par an à l'échelle planétaire, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc c'est clair que dans ce contexte-là, contracter des emprunts supplémentaires, on se dit où sera l'argent pour rembourser, voilà, donc effectivement, il n'y aura pas d'argent. Et c'est très clair qu'une partie du supplément d'endettement qu'on a créé depuis 2008, parce qu'on a en gros doublé, entre ça et le Covid, on a doublé la dette aux acteurs non financiers a explosé, je crois qu'elle est pas loin de doubler. Donc effectivement, à un moment, il n'y aura pas l'argent pour rembourser tout ça. Alors il y a deux manières de ne pas rembourser l'argent, c'est le défaut et l'inflation. Alors une variante de l'inflation, c'est les taux négatifs. Pareil, c'est une variante de l'inflation. Mais effectivement, donc si on demande à ce que les gens empruntent de l'argent pour payer les investissements qu'on va leur demander de faire, on peut leur demander d'emprunter. Ça, ils vont le faire. Et du reste, les banques vont leur prêter. La bonne question après, c'est de savoir quelle est la part qui sera remboursée. C'est ça la bonne question. Mais j'insiste sur le fait qu'une bonne partie des comportements et une bonne partie des actions ne supposent pas un supplément d'argent en circulation. Par contre, ça suppose qu'on réoriente l'affectation de l'argent. Et ça, aujourd'hui, la comptabilité de ce truc-là est très mal faite. Mais donc les quasiment 130% de dette du PIB de la France aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait demain? Vous avez parlé soit de l'inflation... Une partie, on ne va pas la rembourser. Donc c'est une pyramide de Ponzi. C'est une pyramide de Ponzi. Donc on la rembourse. En gros, ce qu'on a fait, c'est depuis que la dette a commencé à se creuser, après les chocs pétroliers, c'est qu'on a remboursé la dette, on a remboursé le principal et les intérêts en s'endettant encore plus. C'est exactement le principe d'une pyramide de Ponzi. Mais enfin, historiquement, on voit que les États qui ont tendance à ne pas rembourser leurs dettes, pour la stabilité de leur monnaie et leur crédibilité... Alors, si votre question, c'est est-ce que d'ici à ce que je meure, je vais vivre dans un monde stable, là, je vous réponds tout de suite, non. Oui. Voilà. Le monde va devenir progressivement de plus en plus instable. Il faut se faire à cette idée, hein. Donc ça veut dire que les plans de transition qui flottent sont des plans qui flottent dans un monde qui va devenir de plus en plus instable. Malheureusement, c'est une donnée du problème. Il ne faut pas s'imaginer que demain, la stabilité va revenir, etc. Je n'y crois pas une seconde, malheureusement. Merci. Les facteurs de déstabilisation ne font que s'amplifier, hein. Donc le monde va être de plus en plus instable. Il n'y a pas de... Malheureusement.